Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, découvre comment Cédric est passé d'ingénieur à guide safari. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Cédric. Du coup, j'ai été contacté par Émilie. En fait, je l'ai contactée à la base pour échanger avec elle sur d'éventuelles possibilités justement de projets de conservation. Et suite à un échange, on s'est dit que ça pourrait vraiment être intéressant que je parle de mon parcours et de ce que j'ai fait, là où j'en suis actuellement. Déjà, pour juste vous faire un petit topo sur ce que j'ai pu faire comme études, j'ai vraiment travaillé, fait des études dans le domaine de l'environnement. Du coup, j'ai fait un DUT en environnement, un DUT qui s'appelle Génie de l'environnement, génie biologique. J'ai fait une licence qui a continué dedans et un master dans la foulée dans ce même domaine. Donc, c'est des domaines d'activité enfin, en gros, ce que j'ai pu étudier dedans, ça a été tout ce qui va être de la chimie, de la biologie et un peu de botanique et de zoologie. Mais principalement, ça orientait vers des métiers, on va dire, de technicien de laboratoire ou alors d'animateur ou de responsable environnement sécurité sur site industriel. Donc la conservation, on va y venir pourquoi un petit peu plus tard. Le master que j'ai fait a été un petit peu orienté vers d'autres domaines d'activité qui étaient plus liés, on va dire, au monde associatif et au développement des territoires. Et à la suite de ça, j'avais une composante, du coup, plus, on va dire, parce qu'on devient opérationnel sur un niveau master. J'avais une composante qui manquait pour trouver du travail, donc c'était aller vers les industriels, vu que j'étais plus au niveau des collectivités et des associations, et je me suis retrouvé du coup à faire une spécialisation à AgroParisTech, peut-être il y a certains d'entre vous qui y sont. Et en fait, là, j'ai fait une spécialisation dans le risque environnementaux et chimiques. Du coup, j'ai fait un... Après, je suis rentré en fait en tant qu'ingénieur en environnement, en bureau d'études, pour faire rapide. Juste du coup, si je rentre un petit peu plus dans les cours que j'ai pu avoir, durant mon DUT, ma licence, ça a été des cours vraiment sur la chimie en général. J'ai pu apprendre du coup le traitement des pollutions. Si une eau elle est souillée, comment la traiter, si l'air est souillé, comment l'analyser, comment le traiter. De même pour le sol, des bases en écologie, en écosystème, en process industriel. Et tout ça en fait pour être amené à avoir des compréhensions des enjeux de territoire, donc aussi sur les énergies et différents types de, on va dire, énergie fossile comme durable. Et du coup, dedans, ça a été des matières qui ont été très mathématiques, beaucoup de calculs, beaucoup de chimie, beaucoup de laboratoire. C'était vraiment intéressant. Je regrette pas d'être passé par là, même si pour moi, c'était pas quelque chose qui était pour moi dans le sens passionnant, parce qu'en fait, je me rendais compte que je m'intéressais beaucoup plus à la notion de développement durable qu'à l'environnement et au traitement des pollutions. Et c'est pour ça que je suis allé dans un master qui s'appelait Gestion des territoires et développement local sur une spécialisation qui s'appelle écologie humaine, où en fait on essaye de centrer l'homme par rapport dans son environnement et non l'environnement par rapport à l'homme. Du coup, on pense développement du facteur humain et pas l'impact réel qu'il va avoir dessus. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment intéressant, je pense, pour avoir une compréhension globale des sujets auxquels on fait face actuellement. Notamment, du coup, parce qu'on a vu de l'économie circulaire, on avait beaucoup de lives sur la biosurveillance, beaucoup de cours sur la biosurveillance, on a revu les notions d'études d'impact, du coup, tous les schémas d'aménagement sur tout ce qui va être géographie. Donc, en fait, c'était plus, on va dire, que de la science dure. Je suis passé sur une université de sciences humaines. On abordait justement ces sujets-là de développement économique, développement technologique aussi, mais et de développement sociaux. Et là, du coup, on peut vraiment aborder les sujets de développement durable avec une approche systémique et globale. Donc, c'était vraiment intéressant, mais avec une difficulté à trouver de l'emploi derrière. En tout cas, cette période, puisque j'ai quitté les études là maintenant il y a 5-6 ans. Du coup, pour moi, ça a été une réelle aventure humaine où j'ai développé vraiment une vision tout autre de la notion d'environnement en fait à travers ce master. Et je sais que maintenant, ça sera un master qui serait beaucoup plus pertinent en travaillant dans les collectivités qu'à l'époque où je suis sorti justement de ce domaine-là, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de postes sur chargés de mission environnement ou développement durable dans les villes. Du coup, à la suite de ça, je suis allé à AgroParisTech où j'ai fait une spécialisation dont je redis dans la gestion et l'évaluation des risques, notamment chimiques, où j'ai refait l'écotoxicologie, donc l'étude du comportement des polluants dans l'environnement. Alors, pour entrer à AgroParisTech, en fait, ça n'a pas été si compliqué dans le sens où genre, j'ai fait une spécialisation, donc je suis pas rentré dans le cursus ingénieur, ça a été comme un DU, les diplômes universitaires à la suite du master pour se spécialiser.
Donc en fait, c'est un concours aussi sur dossier. Enfin, c'est pas un concours, c'est juste sous présentation de dossier. C'est payant, par contre, l'année est payante. Moi, j'avoue que j'ai pas trouvé ça compliqué d'y rentrer. On n'était pas beaucoup dans cette spécialité. Il y en a d'autres, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça m'a ouvert des portes d'avoir le nom de l'école est là sur le CV et je l'ai fait avec un peu cet intérêt-là. C'était plus facile de rechercher des stages avec une école qui est reconnue ou même un emploi. Il y a quand même un regard qui est différent. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Pourtant, le niveau, pour être honnête, n'est pas forcément. Je pense qu'on n'éprouvera pas de difficulté en tant que. Enfin, moi, j'ai pas éprouvé de difficulté en tant qu'universitaire. On n'éprouve pas de difficulté en fait à l'adaptation parce que le niveau, oui, ils ont certaines compétences qu'on n'a pas, mais nous, on a appris à travailler autrement en tant qu'universitaire ou personne venant de DUT. Et je trouve qu'en fait, ça se valait vraiment. Voir la valeur qu'on avait à justement être dans une université où en fait on n'était pas dans une école, on était moins fermé et du coup ouvert à beaucoup plus de sujets. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Du coup, à la suite de ça, enfin, dans cette formation, juste pour que vous vous rendiez compte, il y avait du management du risque, de la gestion du risque, de l'évaluation du risque, que ce soit risque industriel, mais aussi gestion de crise sur les politiques. Et en plus, c'était très pertinent parce que je suis rentré dans cette formation au moment où il y a eu l'incident de Lubrizol. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était l'explosion qu'il y a eu de l'entreprise Lubrizol à Rouen, et où beaucoup de mes enseignants, du coup, ont été amenés à intervenir sur place, sur l'analyse des composés, mais aussi sur la gestion de crise et la gestion du risque et de la communication sur place. Donc à la suite de ça, j'ai fait un stage sur le terrain en tant qu'exploitant industriel. Parce que je voulais faire du conseil, mais je ne me voyais pas conseiller sans avoir été sur le terrain. Je vous le recommande, ça donne vraiment une plus-value au profil, parce que vous connaîtrez encore plus du coup les problématiques des industriels. Après, je voulais vraiment faire du conseil et je suis rentré dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur ou chargé d'affaires ICPE. Et là, je pense que c'est important de définir parce que, en fait, je vous parle d'environnement depuis tout à l'heure, mais au sens de ce que j'entends, c'est pas l'environnement en termes écologie ou écosystème. En fait, la notion de vert, on va dire derrière ça. Quand je parle d'environnement, ici, c'est tout ce qu'il va y avoir autour d'un site industriel. Donc en fait, quand on travaille dans un bureau d'études où on fait de l'ICPE, du coup, ICPE, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Pour vous donner une idée, c'était une image en fait pour vous montrer qu'il y a le site industriel ou l'entreprise qui s'installe, quelle que soit sa taille, elle est soumise à une réglementation. Et en fait, quand on va faire une étude environnementale, en fait, quand on va étudier une entreprise, on va regarder son impact sur l'ensemble de l'environnement, tout ce qui est en dehors du site industriel. On va regarder l'impact que le site a sur l'air. Donc, c'est un aspect très réglementaire, très rédactionnel. Ça peut être très lourd, notamment si vous avez, comme moi, des troubles de l'attention ou alors un peu de dyslexie parce que justement c'est fait que de la rédaction donc et un peu de terrain. Alors la question d'Émilie, c'est savoir si le métier et ce qu'on faisait c'était bullshit, si on respectait la réglementation ou si on laissait passer beaucoup de choses. Moi, dans le métier que je faisais, j'étais un médiateur entre l'industriel, je vulgarisais la technique de l'industriel pour les autorités environnementales et je vulgarise la réglementation pour les industriels parce que c'est dense et en fait chacun n'a pas forcément la capacité de lecture et les compétences pour pouvoir interpréter l'un et l'autre. Nous, on est formés pour ça, donc on apprend enfin, on est là pour faire cette médiation. Et en fait, on fait un dossier qui permet aussi d'être plus terre à terre vis-à-vis de l'industriel, parce que des fois, on demande des couches et des couches de réglementation, mais en fait, c'est pas forcément nécessaire et pertinent, ou alors on l'adapte pas bien. Et du coup, notamment sur des mesures de sécurité, on va vous demander, par exemple, si je parle en termes, parce on fait aussi l'étude de risque, de l'étude de danger, du coup, et pas, c'est autre chose que l'étude d'impact. Là, c'est plus l'étude de danger va être plus sur la partie, on va dire, humain. En fait, on va regarder l'impact que ça a sur les populations autour. Et notamment dedans, on va avoir par exemple les risques incendie. Et dans les risques incendie, on va demander un mur de telle résistance au feu pour protéger les habitations autour. Mais en fait, des fois, on est dans des milieux où il n'y a pas du tout d'habitation autour, c'est juste de la campagne pure, genre des champs. Et en fait, cette notion de mettre un mur, si c'est pour préserver en tout cas les vies humaines, elle n'a pas lieu d'être, mais ils sont censés quand même le respecter. Alors qu'en fait, ils pourraient mettre de l'argent ailleurs, notamment sur des sujets environnementaux. Donc nous, en fait, on négocie avec les autorités sur cet aspect-là, et en même temps, on leur fait respecter la réglementation en leur disant, vous pouvez pas passer à côté de ça, parce que ça, de toute manière, les autorités vont vous dire non. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le dossier va être envoyé aux autorités environnementales, notamment la DREAL. Vous l'acronyme, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, c'est vraiment ceux qui ont étudié nos dossiers et vont inspecter que le dossier soit conforme. Et en fait, moi, je vais être là au moment des réunions avec les industriels pour interpréter ce que va dire l'Adréal et leur proposer des solutions, donc réglementaires et techniques. Donc non, en fait, moi je pense pas qu'il y a du bullshit dans cette partie-là. Par contre, c'est important que les entreprises pour lesquelles on travaille, elles soient... parce qu'ils peuvent avoir des pressions
pour demander de modifier les dossiers, etc. Donc c'est important que l'entreprise derrière soit droite dans ses bottes. Et le problème, c'est qu'après, ça se joue sur un niveau qui est tout autre, qui est politique. Et en fait, les inspecteurs de l'environnement, du coup, qui travaillent pour l'État, on peut leur demander de faire passer un dossier malgré qu'il y ait des choses qui soient pas conformes, parce qu'il y a un enjeu économique, il y a un enjeu de, oui, d'emploi, etc. C'est des dossiers qui ont déjà vu le cas, et de toute manière, si on en parle, on peut aussi parler de la 169, qui est un sujet d'actualité et qui pose question sur plein d'aspects. Donc en quoi derrière ça rejoint la conservation, c'est parce que du coup on va regarder énormément l'impact que l'industrie a sur les différentes couches de l'environnement autour, et du coup aussi sur la faune et la flore. Et du coup là on va travailler, enfin, moi dans mon cas je vais travailler avec des spécialistes de la nature, des naturalistes, qui vont faire des études sur l'impact et sur l'état en fait du milieu avant que l'entreprise s'installe. Du coup, on va regarder l'impact sur la faune et la flore d'un point de vue vraiment apparition, disparition d'espèces, comment ça va les impacter. Et moi, en tout cas à côté, je vais regarder en fait ce qu'on appelle l'impact sanitaire. C'est quel impact ça va avoir, donc toujours sur la santé des populations, mais du coup ça a un lien avec la faune et la flore, parce qu'en fait on va regarder comment les polluants qui sont émis par toutes les couches de l'industrie vont s'accumuler dans les animaux, dans les plantes, jusqu'à être en contact avec l'homme. Du coup, c'est un métier qui est très réglementaire. On a quand même l'impression de faire un métier qui est de juriste, parce qu'on lit des textes de loi au quotidien, on se tient informé, on va avoir du terrain, parce qu'on va aller rencontrer les, les industriels, on va aller découvrir leur process. Donc c'est très enrichissant. Honnêtement, c'est assez incroyable de découvrir comment une feuille de papier, par exemple, elle est produite. Et que, notamment, une anecdote, c'était une machine qui faisait 1 kilomètre de long et qui produisait 350 kilomètres de papier en longueur et sur une largeur de presque 150 mètres par heure. Et c'est juste ahurissant, mais c'est hyper intéressant, et du coup de voir l'impact que ça a et aussi les efforts que certains peuvent faire. Et c'est là aussi on voit que bah, du coup il y a des bons industriels et qu'il y en a des mauvais. En tout cas, ce métier, je le trouve hyper important actuellement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, notamment sur aussi les métiers d'inspecteur, parce qu'à savoir, il y a de plus en plus d'industries, vu qu'on veut réindustrialiser la France, de plus en plus d'industries, mais de moins en moins d'inspecteurs. Donc en fait, la vraie question, elle est sur l'inspection. C'est un métier qui est en tension. Il y a énormément de chasseurs de tête qui nous contactent. On est au chômage ou qu'on change de boîte, parce que c'est un métier qui est quand même éreintant en termes de pression à traiter avec les autorités et les industriels, avec les enjeux économiques. Mais du coup, qui est important, parce que du coup, si on vulgarise pas bien, ou on fait foirer une entreprise qui veut s'installer, qui peut être très bienveillante avec des politiques de réduction d'impact carbone, et du coup d'impact sur le climat, et du coup d'impact sur la faune et la flore. Ou alors on peut laisser passer des dossiers troués et on est un filtre, quoi. Mais du coup qui filtre pas bien. Juste pour la petite histoire, du coup, et je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser, c'est qu'à la suite de ça, moi j'ai toujours été passionné par l'Afrique au sens large, et notamment la faune africaine. Du coup, à la suite de ça, j'ai pris une pause dans mon travail, j'avais mis de côté, et je suis parti faire une formation pour devenir guide de safari en Afrique du Sud. Donc il y a différents organismes, si ça vous intéresse pour aller les faire. Il y a un organisme qui s'appelle Eco-Training, Campfire, Bushwise. Et en fait, c'est très intéressant parce que on est encore dans un métier de médiation finalement. Et c'est important de faire la différence entre ranger, guide de safari, guide nature, et en fait un tour opérateur. Le tour opérateur va faire un voyage dans tout le pays et va préparer, en fait, va être guide touristique sur le pays, sur la culture essentiellement, mais aussi sur la nature, pourquoi pas, mais il ne sera pas spécialisé. Un ranger, c'est une personne qui va s'occuper de la conservation dans une réserve, dans une zone protégée, et qui n'aura pas de contact avec le public. Il va vraiment se concentrer sur la conservation, l'anti-braconnage, le nombre d'espèces présentes sur place. Si l'écosystème il fonctionne bien, il va travailler du coup avec des scientifiques. L'anti-braconnage, c'est encore une autre partie du métier de ranger. Et après, il y a le guide de safari. Lui, pareil, bien le terme de médiateur, parce qu'en fait, Safari, ça vient du mot Swahili. En Swahili, ça veut dire voyage. Donc en gros, on emmène les gens en voyage dans la nature. Et en ça, on a un médiateur, parce qu'on a un rôle, on est garant de la sécurité des clients avec qui on est. On doit leur présenter l'environnement et leur expliquer tout ce qu'on voit. Donc certains sont plus spécialistes que nous dans la nature, mais en fait nous on va avoir surtout la partie, en fait on va connaître la réserve, et du coup on va pouvoir les guider sur ces aspects-là. On va devoir apprendre à faire vraiment de l'hosting, donc préparer la nourriture, bien les accueillir, vérifier qu'ils soient en bonne santé. Et après, on apprend aussi du coup tout ce qui va être reconnaissance d'espèces, évidemment, mammifères, reptiles, oiseaux. Il faut qu'on apprenne à les reconnaître par le son et par l'observation. Et après, on apprend vraiment par le travail sur le terrain. Pour vous donner une idée, globalement, il y a différentes formules qui sont proposées. Mais en gros, par exemple, moi, j'ai été chez Bushwise.
Bushwise, on peut faire 2 mois ou 6 mois. 6 mois, on devient un guide de safari complet. En fait, on va avoir 6 mois de formation, 6 mois de placement où on va pratiquer sur le terrain dans un lodge, dans une réserve. Et du coup, ces 6 mois, on va apprendre le guider en voiture, mais guider à pied. Du coup, on va apprendre à manipuler une arme à feu, le comportement des animaux dangereux pour pas mettre en danger la vie des animaux et la vie des clients. Et en fait, sur les 2 mois de formation, si on fait les 2 mois de formation et pas les 6 mois, on apprend que la partie guide à véhicule. Par contre, elle est très condensée. C'est 60 jours sans pause, 5 heures, 21 heures tous les jours. Donc c'est un rythme qui est assez intense avec des examens chaque semaine en anglais. Ils sont pas regardants sur le niveau d'anglais, honnêtement. C'est plus vous après quand vous allez le travailler sur place et vous adapter. Mais en fait, eux, ce qu'ils regardent et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est parce qu'il y a du boulot pour les Français quand même dans ce domaine d'activité-là. C'est plutôt si on a vraiment la passion et qu'on réussit à expliquer ce qu'on veut. Donc justement, limite à la rigueur, vu que l'idée c'est de simplifier et vulgariser ce qu'on connaît, si vous parlez avec des mots simples, avec un anglais basique, ben, en fait vous allez réussir. Donc, globalement, ça a été les premières semaines, ces formations-là, c'est la théorie. On réapprend ce que c'est la géole, la botanique, les informations de base, ce que c'est un mammifère, ce que c'est un reptile, leurs caractéristiques spécifiques. Après, on est un ambassadeur du pays dans lequel on va travailler, donc on apprend aussi un peu de culture du pays, pas mal de caractéristiques économiques aussi sur le management des réserves. Donc ça, c'est vraiment la théorie, et pendant 4 semaines à peu près, avec des examens, comme j'ai dit, tous les week-ends. Alors, la question de Naomi, c'est si elle se demande si les connaissances n'ont pas été compliquées de les apprendre. En fait, toutes les connaissances que j'avais, de les passer en anglais, notamment sur la flore et les noms vernaculaires. Alors, ce qui est très drôle pour te répondre, Naomi, à ce sujet-là, c'est que notamment les oiseaux, c'est beaucoup plus simple en anglais, parce qu'en fait, c'est juste de la description. Si l'oiseau il est noir avec un torse rouge, ça va être l'oiseau noir au torse rouge. Et ça, franchement, ça fait du bien. Après, pour tout ce qui est le reste, ben, moi honnêtement, je les ai appris en anglais. Je me suis dit que quand je travaillerai avec des Français, j'adapterai et je ferai ma recherche. Le plus dur, ça a été sur, on va dire, la théorie, parce que c'était des notions que j'avais déjà acquises. En fait, j'étais limité dans ma capacité d'explication parce que j'avais pas le vocabulaire. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais globalement, en 2 mois, immergé, tu t'améliores. Ça va, et d'autant que continuer sur comment les journées se passent. Sur les 4 premières semaines, c'est 5 heures, 10 heures. On est sur le terrain, on apprend sur le terrain. Et de 10 heures à 11 heures, on a des cours. 11 heures, on mange. Et 13 heures, 15 heures, on a des cours ou alors on a la pause. Et globalement, tu révises parce que c'est intense. Et après, de 15 heures à 18 heures, on est deux rebelotes sur le terrain. Et 18 heures, on rentre, on mange. Et globalement, on va se coucher ou on révise. Ça tous les jours. Et du coup, en fait, les 2, 3 premières semaines, on va dire, c'est les instructeurs qui nous guident et qui nous apprennent des choses. Et après, chaque sortie, matin et soir, c'est un des étudiants qui va guider les autres. Du coup, tu dois préparer ton safari. Tu dois te renseigner sur les animaux, tu dois te renseigner sur la réserve, sur les zones où tu peux les trouver. Tu vas commencer à échanger avec les autres guides et tes collègues pour voir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont noté. Et en fait, là, tu vas commencer à apprendre sur le terrain directement et devoir te démarquer des autres et trouver ta manière de guider. C'est un métier qui laisse quand même place à beaucoup d'improvisation et laisse place énormément à ta personnalité. Rassurez-vous, si vous tentez le coup, la partie anglais, elle est vraiment pas. J'étais vraiment stressé. Moi, mon niveau d'anglais, je suis parti en Tanzanie il y a quelques années. J'étais allé dans une école avec des enfants qui avaient 8 ans, 6 8 ans. Ils parlaient mieux que moi anglais et ils m'ont dit que mon anglais, il était cassé. Et en fait, bah, ça a été. Donc, ça a été, et puis je me suis amélioré. Alors, me pose une question, y a-t-il des points de vigilance à avoir quand on choisit sa formation? As-tu eu des mauvaises surprises et que penses-tu de la place des Occidentaux dans ces métiers? Alors, les points de vigilance à avoir quand on choisit sa formation, c'est qu'en fait, il y a deux gros organismes, institutions, on va dire, de formation. Il y a ce qu'on appelle le FGASA. Et en fait, si vous voulez, c'est juste d'un point de vue administratif, ça représente pas grand-chose, mais le FGASA est mieux reconnu en Afrique du Sud. Et vu que c'est quelque chose d'institutionnalisé depuis longtemps, c'est connu aussi dans les pays autour. Moi, j'ai été chez Bushwise et c'est une autre. Ils ont quitté FGASA depuis un moment, ils sont allés chez IFGA, mais qui est un organisme international, donc qui se développe que depuis peu, et ça veut dire International Field Guide Association, et qu'en fait, c'est des critères de qualité. Et ça veut dire qu'on peut aller travailler après en tant que guide de terrain ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant. Mais du coup, on n'est pas forcément reconnu dans certaines zones. Mais l'avantage, c'est que Bushwise est reconnu parce que ils ont une qualité d'enseignement qui est vraiment bonne. Et du coup, quand on va ailleurs, on est reconnu à travers le nom Bushwise et pas forcément à travers IFGA. En termes de mauvaises surprises, ça va être la partie administrative qui va rejoindre la question des Occidentaux. En fait, on a un souci
C'est qu'en fait, pour devenir guide, en tout cas complet, on va dire, et pour guider avec une voiture, il faut un permis professionnel pour conduire des touristes, pour les conduire sur les voies publiques. Et en fait, ça, pour l'avoir, c'est conditionnel d'un visa où c'est très compliqué à avoir ça. Et le problème, c'est que pour avoir le visa de travail, il faut un travail. Et pour avoir ce travail-là, en tout cas en tant que guide, c'est plus facile si tu as un permis professionnel. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Après, dans les réserves privées, on peut conduire les guests dans les véhicules, mais ça dépend des réserves et de ce que sont prêts à prendre comme risque en termes d'assurance, parce que je pense qu'il y a des assurances qui nous couvrent quand même, mais qui couvrent le lodge. Ça dépend en fait de vos employeurs, si on accepte de prendre le risque ou pas. Et du coup, l'autre problématique qui rejoint la notion d'occidentaux, c'est que la notion de visa, mais en fait, ils préfèrent travailler avec des locaux, ce qui est normal. Ils sont plus compétents que nous. Et puis il y a une notion d'employabilité et les frontières se referment partout dans le monde. Et c'est pareil pour l'Afrique du Sud, qui est un pays hyper attractif, développé et stable, malgré ce qu'on peut en dire. Et du coup, ils travaillent préférentiellement avec des locaux. La seule carte à jouer en fait qu'on a principalement, c'est si on parle plusieurs langues, parce qu'eux on parlait la langue locale et l'anglais et l'afrikaans. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui ne parlent pas forcément. L'afrikaans est proche du hollandais, donc c'est utile, et aussi un peu de l'allemand. Mais globalement, si on est allemand et français, on a une carte à jouer. Et c'est pas facile de trouver des lodges qui acceptent. Honnêtement, ça se fait. Le plus simple, c'est de monter sa boîte en France et d'amener des gens. Après, ça vous pose une question d'éthique, d'un point de vue impact climatique et du coup impact sur la faune et la conservation. Et du coup, on apporte aussi une vision qui est totalement différente et ça porte une question d'éthique aussi sur la manière dont on va guider, comment on va vouloir faire du tourisme aux gens. Ça, c'est une vraie question. En tout cas, on nous apprend à avoir une éthique dans la manière dont on rentre dans le bush, comment on anime dans le bush, parce que pour moi, c'est très proche de l'animation. On a un public, il faut qu'on leur prévoie une animation, comment elle dure, les temps de pause et où on s'arrête. Vu qu'on fait des colos, c'est un rythme de colo. Honnêtement, c'est fatigant, mais c'est un rythme de colo. Du coup, on nous apprend qu'en fait, quand il y a beaucoup de véhicules, ça sert à rien d'aller voir on appelle ça un sighting, en gros une observation où il y a des animaux, on va pas aller les voir parce que l'idée c'est de pas modifier le comportement de l'animal dans son milieu naturel. Donc oui, ils ont l'habitude de voir des voitures, etc. Mais si on se met à 15 voitures autour de deux lions, d'un bus ou je sais pas quoi, bah, c'est hyper oppressant pour eux, c'est invasif. Donc en fait, il y a des règles. Et en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est reconnue pour sa manière de guider. Pour le choix de la formation, si par exemple vous pouvez faire une formation avec EcoTraining au Botswana ou en Tanzanie ou au Kenya, mais l'Afrique du Sud est reconnue pour sa qualité d'enseignement et l'industrie du tourisme de safari est présente depuis bien plus longtemps là-bas. Donc on est reconnu pour cette qualité-là. Après, franchement, une fois que vous l'avez, après vous pouvez aller ailleurs. Ce sera pas trop un souci. À savoir juste, le Botswana sera encore plus restrictif sur votre nationalité et la Namibie aussi. Le Zambie et le Zimbabwe s'ouvrent. Il n'y a pas encore beaucoup de tourisme. On va dire que ça se fait. C'est des pays qui sont magnifiques, mais qui sont moins développés en termes de tourisme et la faune et la flore est incroyable. Ouais, si je reviens du coup sur la formation, merci. Il y a une question en termes de coût. Si j'étais logé sur place et payé, peut-être. Alors, souvent, c'est là où il faut faire attention aussi quand vous trouverez un stage. Ils peuvent vous demander de payer pour le stage. Pour moi, ça, c'est du vol. Honnêtement, vous êtes stagiaire. Vous travaillez déjà des heures pas possibles. Vous allez apprendre, mais au point de payer pour le stage, dans le sens où vous avez payé pour l'accommodation. Donc le fait d'être logé sur place, etc. Enfin moi je trouve que c'est le minimum, c'est d'être logé sur place et nourri. Dans la formation de 2 mois, c'est entre 4 000 et 5 000 euros, nourri logé, sans le billet d'avion. Le salaire d'un guide en Afrique du Sud, entrée, c'est à peu près 600 dollars américains, entre 600 et 800 dollars, selon le lodge où on est ou selon la zone où on est. C'est les tips qui augmentent vraiment le salaire. Et globalement, vous travaillez sur un rythme de 6 semaines, 3 semaines. 6 semaines de travail, 3 semaines de repos. 6 semaines logées sur le lodge ou sur la réserve et 3 semaines hors lodge, hors réserve et du coup 3 semaines de repos. Juste pour faire une différence, il y a réserve et game réserve. Les réserves nationales, les parcs nationaux sont gérés par l'État et les game réserves, c'est des réserves privées. Et après, il y a les lodges et les lodges peuvent être dans des réserves publiques ou dans des réserves privées. Oui, il y a une question de Naomi. Par tout hasard, tu as des recommandations de réserves lodge qui proposent des stages en soins ranger pour des étudiants qui sont un minimum abordable et qui n'est pas du tourisme, une arnaque. Alors, comme je te dis, après la notion de soin de ranger, oui, en tant que soigneur animalier, tu vas être plus proche du ranger que du guide. Honnêtement, j'en connais pas. Des organismes qui sont connus, qui sont bien, mais moi je trouve qu'ils abusent. Je vais pas leur faire mauvaise presse, donc je vais pas les citer, mais ils abusent un peu là-dessus. Je pense que la meilleur temps de chercher directement des noms de lodge, de réserve, ou voir directement des organismes vétérinaires où tu vas pouvoir aller faire ton stage.
Je pense que c'est le plus simple. Et c'est comme pour quand tu fais de l'humanitaire, tu peux vraiment rentrer dans des organismes. En fait, on est à la limite du malsain, quoi. Dans la manière dont le business plan il est construit. Juste en termes, pour être rentré en contact avec des personnes qui travaillent dans l'anti-braconnage. Pour faire de l'anti-braconnage, de toute manière, ils vont vous demander une formation FGASA avant. Vous la passez, vous faites de la formation anti-braconnage, vous passez pendant la formation anti-braconnage, le FGASA du coup pour être guide, la partie naturaliste, et après ce sera la partie appréhension enfin, en gros, on va dire la partie militaire, pour aller choper les braconniers et comment les pister, etc. Mais globalement, vous pouvez le faire juste après, par exemple, cette formation que j'ai faite. À savoir que, honnêtement, pour avoir vu le métier être en contact avec l'anti-braconnage, c'est un métier qui est dur en termes de physique et en termes aussi de morale. Enfin, pas de morale, mais j'allais dire, sentimentalement parlant, voir des animaux mutilés. Ils travaillent énormément avec des chiens, voir les chiens mutilés aussi par les animaux ou par les braconniers. C'est gore et c'est pas facile. Moi, je me suis rendu compte que ça serait pas facile pour moi en tout cas. Et que la partie, en fait, médiation ou conservation au sens du comptage des espèces serait quelque chose de plus intéressant pour moi ou de guide sur place. Pour la suite, moi, par exemple, je vais continuer à travailler en tant qu'ingénieur environnement, mais c'est un métier que j'ai vraiment envie de faire. Je me laisse 4 ans pour essayer de retourner et trouver un moyen de vivre sur place à temps plein avec ce métier-là éventuellement, mais du coup, ça va nécessiter que je fasse la formation Tail Guide. Du coup, on peut guider les personnes à pied dans une réserve. C'est une formation qui est recherchée, notamment en tant que francophone. Les gens vont venir chercher ça. Bah, en fait, ça reste quand même du tourisme de luxe, on va pas se mentir. Les personnes qui le font, s'ils le font, ou alors ils vont le faire une fois dans leur vie parce que ça coûte une blinde. C'est là où on va avoir des tips élevés. Par exemple, vous allez avoir les publics qui vont venir en Afrique du Sud, ça va être l'endroit où vous allez faire des safaris pour le moins cher. Ça va être l'entrée des parcs qui est pas vraiment chère et c'est le guide qui coûte le plus cher. Alors que par exemple, pour vous donner une idée, vous pouvez faire du self-drive, donc vous louez une voiture, vous rentrez dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, à l'est du pays, et vous pouvez rentrer avec un véhicule. Toutes les routes sont bitumées, ça fait comme un gros zoo. Si vous voulez voir des animaux, vous allez les voir. Après, vous n'aurez pas l'explication forcément, ou alors vous allez vous renseigner vous-même. Après, vous pouvez faire des game drive avec des lodges qui proposent juste des game drive à la journée et rentrer dans le parc avec des guides, avec la radio. Et la radio, c'est essentiel dans ce métier-là, sinon c'est vraiment compliqué de spotter des animaux. Mais du coup, l'entrée, elle est à 25 euros en fait, si vous allez par vous-même. Alors que par exemple, si vous allez en Tanzanie, au Kenya, les entrées des parcs, elles peuvent très vite monter à 100 balles. Donc ça peut revenir très vite cher. C'est un point dans la formation, vous pouvez faire des formations complémentaires parce que vous pouvez être guide aquatique, il y a des formations qui le proposent, plonger avec les requins, faire des safaris bleus, on appelle ça. Ouais, c'est pas mal guide aquatique. Et des formations sur la manipulation des animaux dangereux, donc les serpents. Nous, on a été formés, mais juste à l'observation. Et en fait, on peut se spécialiser, ça c'est plus après quand vous faites la formation de 6 mois. Après, pouvez faire juste des petites formations complémentaires aussi à côté. Et à savoir que c'est un métier, c'est comme être un dresseur de Pokémon, on l'apprend tous les jours. Et il va falloir aller chercher son Pokédex et son ordi pour continuer à apprendre. Si vous êtes déjà fan de nature dans votre pays, en France et tout, vous allez continuer. Moi, je sais que je suis plus intéressé quand je suis sur le continent. Je sais pas, c'est dans ma fibre du mix. Donc voilà, ça m'attire et j'aime bien être dans le bush là-bas. Ici, un peu moins, mais je sais qu'il faut que je continue à le faire ici parce que sinon, je vais perdre les compétences et à la rigueur, ce sera toujours des compétences qui sont utiles, notamment la vie faune. Donc, en termes de conseils, pour la partie naturaliste, les oiseaux, c'est top, ça permet de commencer, de rentrer dedans. En tant que guide de safari, juste c'est intense. C'est intense et honnêtement, même s'il y a il y a un moyen de trouver un emploi. C'est pas facile. C'est pas pour décourager, je dis ça, c'est vraiment une réalité. J'ai contacté énormément de lodges. Par exemple, j'ai éventuellement trouvé un stage, mais c'est pour l'année prochaine, septembre 2026. Et du coup, se pose la question de, alors voilà, qu'est-ce que je fais moi pendant mon job, etc. Et en termes d'ingé, bah, je suis d'accord, la réglementation, ça peut paraître chiant, mais ça reste passionnant. On voit aussi qu'on a énormément d'outils qui existent déjà et qu'en fait, ce qui est le mieux serait surtout déjà de les appliquer. Le plus important dans ces deux métiers, pour moi, c'est la curiosité et le fait de rester informé. Voilà, voilà. La formation, je peux regarder Béjane. Leur symbole, c'est un rhinocéros avec une lance au milieu, un bouclier zoulou. C'est grave beau. Eux, ils te proposent une formation complète avec le guide aquatique aussi. Là, si tu vas plus rester sur les côtes, et à savoir que les parcs, du coup, tu vas voir les animaux, on va dire, plus terrestres, ça sera plus dans l'est, mais pas proche des côtes. Même si, en fait, il y a juste des reliefs à passer, mais ça peut devenir très très long. Mais juste
un dernier mot sur l'Afrique du Sud, parce que souvent on a un regard sur l'Afrique qui est, je sais que pas forcément les personnes ici qui écoutent, mais l'Afrique du Sud c'est vraiment un pays qui est développé. C'est assez impressionnant si vous avez l'habitude de voyager dans d'autres pays d'Afrique. Pour moi ça a été déroutant. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Moi, ça m'a permis de me replonger dedans. Je suis revenu il y a que une douzaine de jours et ça me manque déjà. J'ai hâte d'y retourner. Merci à vous. Du coup, prenez soin de vous, bon courage et vivez vos rêves. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.